Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, nous allons parler d'un thème extrêmement vaste, la démographie, la planète en péril. Alors, je vais vous présenter d'abord nos invités. Donc, Hervé Lélobras, en face de moi, donc démographe, historien, chercheur émérite à l'Institut national des études démographiques, historien, enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a écrit de nombreux ouvrages, et notamment récemment « Se sentir mal dans une France qui va bien », et très prochainement, un ouvrage qui va sortir, que j'ai pu lire en avant-première, qui s'appelle « Serons-nous submergés ?», avec un sous-titre « Épidémie, migration et remplacement ». Vaste terrain. Ensuite, à ses côtés, Alice Baya, qui est experte associée à l'Organisation internationale pour les migrations à Genève et chercheuse également associée à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et à l'Organisation internationale des migrations, vous travaillez plus spécifiquement sur la division migration, environnement et changement climatique. Et puis, à mes côtés, Gilles Boeuf, biologiste, écologue, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité, professeur émérite à Sorbonne Université, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, professeur invité au Collège de France, auteur de plus de 400 publications et président du Centre européen d'excellence en biomimétisme et bio-inspiration. En deux mots, ça veut dire quoi, ça? C'est Vinci qui disait, en fait... Il marche le micro, là? C'est bon? Vinci disait, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Tout est là. Et tout ce qui tourne aujourd'hui autour de ces petits 15 gènes d'un coronavirus de chauve-souris, c'est super intéressant d'y réfléchir. C'est aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Le vivant est infiniment mieux organisé que nous. D'abord, il a 4 milliards d'années. Pour une entreprise, ça est dur depuis un certain temps, en fait, hein, cette biodiversité, ce vivant. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Nous, les pilotes de guerre, à bout de 5 G, le type, il a tous les neurones dans l'occiput, ça ne va plus. On a plein d'exemples dans le vivant. On a une petite éponge du Méditerranée qui fait du béton armé incroyable, à 20 degrés, sur un petit coin d'océan. Donc, plein de choses comme ça. La feuille de lotus qui se mouille. Et donc, c'est d'aller chercher des idées pour nos technologies, pour faire mieux, moins cher, recyclable, sans produire de produits toxiques qui nous empoisonnent. Je termine là-dessus. Le vivant fait des poisons absolument terribles. Hein. Un venin de crotale ou de cône, c'est monstrueux. Mais il sait les dégrader. Nous, on a inventé des dizaines de milliers de molécules que la nature ne sait pas dégrader et qui nous empoisonnent tous les jours. Donc c'est ça le biomimétisme, hein. Les solutions basées sur la nature. Merci. Alors, merci beaucoup à vous trois. Juste quelques chiffres, hein, pour démarrer le débat. Une planète en péril. Donc aujourd'hui, une population mondiale qui compte 7,7 milliards d'habitants, qui n'en comptait qu'1 milliard en 1800. Donc une population multipliée par 7 depuis, et qui devrait continuer à croître, puisque on parle, il y a évidemment beaucoup de scénarios chiffrés, mais en tout cas le grand chiffre régulièrement avancé est celui de 10 milliards en 2050. Alors tout l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est évidemment, on va parler de cette pandémie qui nous touche aujourd'hui, et puis ensuite on va élargir bien sûr le débat autour de tout cela avec la question des migrations, dont Alice est une grande spécialiste, avec la question de devrons-nous changer nos modes de vie, comment se nourrir demain, et toutes les inégalités aussi autour de la pression démographique, la gestion politique de la planète, etc. Il y a beaucoup de questions intéressantes, et donc on va attaquer tout de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement peut-être en premier lieu d'évoquer les conséquences de cette pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Hervé Lélobras, vous avez écrit un papier autour du fait qu'on est un petit peu dans une période où les émotions l'emportent sur la raison, et finalement, quelle est la fiabilité des outils statistiques dont on dispose aujourd'hui pour parler de cette pandémie? Est-ce qu'on a appris de l'histoire en 4 siècles depuis l'invention notamment des origines statistiques de la démographie? Oui, on a un petit peu appris de l'histoire, notamment avec une question comme celle
du confinement. Plus exactement, historiquement, c'était les quarantaines, les lazarets, c'était aussi le fait que, par exemple, dans la grande peste de Marseille, en 1721, la royauté a mis des lignes de soldats pour empêcher les personnes de sortir. Donc, il y a un petit savoir, mais étant donné le mode de vie moderne, les questions sont très différentes. Et pour répondre à votre question, je trouve qu'on a beaucoup progressé sur les questions biologiques, sur les questions médicales. On n'est pas encore arrivé au vaccin ni à des médicaments tout à fait efficaces, mais un gros effort a été fait là-dessus, y compris financier, et je suis surpris que très peu d'efforts en fait ont été faits sur au fond les comportements sociaux, les données qu'on pourrait même dire anthropologiques, c'est-à-dire comment concrètement l'épidémie se répand, par quel type de contact, de quelle durée. Il y a là-dedans des enquêtes qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. Les seules enquêtes vraiment sociales qui ont été faites, c'est sur qui étaient les personnes contaminées. Vous avez vu, il y a 2 jours, un grand papier dans le journal Le Monde sur ce sujet qui montrait que, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, ce sont les populations immigrées, les populations pauvres qui sont le plus touchées en termes de risque de mortalité. Mais ça ne nous dit absolument rien sur la manière dont la contamination se produit. Vous n'êtes pas contaminé parce que vous êtes pauvre ou parce que vous êtes immigré. C'est une autre question, la question de la dynamique de l'épidémie. Et je trouve qu'elle n'a pas été prise au sérieux. Par exemple, est-il sûr que, je vais entrer dans un débat houleux, est-il sûr que ça soit si dangereux que cela d'aller au restaurant? Est-il sûr? Il n'y a aucune preuve, si vous voulez, concrète. On peut bien sûr pas arriver à une connaissance parfaite dans ce domaine, mais au moins on aurait pu imaginer, il y a des tas d'enquêtes possibles, il y a des enquêtes de sociabilité, il y a des enquêtes par exemple lorsque on demande à des enquêtes de consommation où on demande de remplir des carnets de consommation en disant exactement pendant une semaine ce qu'on a consommé. Pourquoi est-ce qu'on n'enquêterait pas sur certains... on prendrait un échantillon de personnes contaminées et puis on leur demanderait de reconstituer en détail leur semaine et on comparerait un échantillon témoin et on verrait si c'est les transports, si c'est le lieu de travail. On apprendrait quelque chose et surtout on aurait des arguments pour dire aux restaurateurs ou pour dire aux types qui ont des salles, qui dirigent des salles de gym, voilà la raison, on vous donne les chiffres, bien sûr, ils sont un petit peu fluctuants et tout, mais enfin le résultat est net et je suis étonné qu'il n'y ait pas du tout eu ce réflexe. C'est pour vous donner un autre exemple, et je vais terminer là-dessus. À New York, après le confinement, 3 semaines après le confinement, les Américains se sont aperçus que les nouvelles personnes contaminées, 60% d'entre elles n'étaient pas sorties de chez elles. Donc c'est un paradoxe, mais simplement ces personnes-là avaient dans leur ménage, dans leur foyer, un membre qui travaillait dans un hôpital ou qui était livreur. Voilà ce genre de connaissances qu'il faut tenter d'acquérir ou de cerner. C'est quel est l'environnement immédiat des personnes qui sont contaminées ou qui risquent de l'être. Et je trouve que ce travail-là n'a pas du tout été fait. Alors, revenir à la raison, Gilles Boeuf, vous avez écrit un article qui nous parle de la Covid comme d'un choc salutaire. C'est de la provocation? Je voudrais bien. Oui, mais je suis un peu provocateur. En fait, c'était est-ce que la Covid-19 va être un électrochoc collectif salutaire? C'est ma question. Je ne suis pas vraiment rassuré parce que quand je vois les avionneurs qui veulent revenir au nombre d'avions qu'on avait avant, 100 000 vols tous les jours en février 2020. Doit-on avoir comme objectif de revenir à 100 000 vols par jour? C'est la vraie question. Comment on fait? Et je vais rebondir sur ce que disait Hervé à l'instant. Ce qui m'a profondément choqué et gêné et peiné durant le confinement, c'est le nombre d'opinions qu'on nous a assénées, sans aucune base scientifique. La science n'est pas une opinion. Même le conseil scientifique a livré des opinions. Et c'est ça qui est compliqué, parce que je reviens à ce que disait Hervé à l'instant. Moi, j'entends qu'on a des preuves scientifiques. Ne faites pas de vélo. En Allemagne, faites du vélo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous mes amis qui font du vélo et qui aiment courir étaient profondément malheureux. La Covid a ciblé des gens qui, surtout, étaient en manque d'exercice physique. C'est très clair. Il y a l'âge qui sort très bien, la surcharge pondérale et puis aussi le manque d'exercice physique.
Alors c'est intéressant finalement de regarder un petit peu. Alors encore une fois, la question n'est pas de dire ce qu'on devait faire ou pas faire. Où je me fâche, et là c'est très clair, c'est quand on me dit on ne savait pas. Alors là je suis désolé, on a des centaines de papiers, surtout depuis 2003, depuis le SARS-CoV-1, beaucoup plus dangereux que celui-là, qui nous disent, vous savez, si on ne fait pas un petit peu attention, on va s'en prendre une autre. Hein. Alors là-dedans, il y a un événement qui s'est produit qui n'aurait jamais dû se passer, on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Il n'a pas été inventé par un laboratoire, ce virus. C'est un virus de Rhinolophus affinis, une chauve-souris qui vit qu'en Chine. Mais qui a changé. C'est vraiment, Hervé a raison, c'est un virus qui est apparu quelque part durant l'été 2019 sur des marchés immondes en Chine. Et deuxièmement, cet événement qui ne devait pas se produire, qui s'est quand même produit, aurait dû rester là-bas. Non, non. Et justement, je vais revenir à cette mondialisation au sens très général, avec ces 100 000 avions par jour qui l'ont amené partout et qui l'ont disséminé partout. Ces réunions qu'Hervé évoquait tout à l'heure, qui lancent effectivement ces clusters. Donc la question c'est, est-ce que notre ennemi c'est vraiment le virus? Moi je suis comme Hervé, hein. Dans le temps historique analysé plus tard, bon, ça va pas être un événement qui va faire diminuer le nombre d'humains sur Terre de façon violente. Hein. Ça pourrait l'être. Et c'est là que je me bats un petit peu contre ce qui se passe aujourd'hui. Si on repart comme avant, avec la même façon de faire, de traiter le vivant de façon immonde et ignoble comme on le fait aujourd'hui, de tout disséminer partout, de tout contaminer, de tout détruire, et de laisser le climat autant évoluer, bah oui, on va s'en prendre d'autres. Et peut-être que le prochain, il tuera les jeunes. Hein. La grippe qu'évoquait Hervé de 1918, tout à l'heure Boris en a parlé, qui touchait aussi le cerveau, beaucoup plus, celui-ci aussi un petit peu, il tuait des jeunes. Hein. Donc c'est là qu'il faut un petit peu réfléchir. Le virus, il a 15 gènes. Je veux dire à Boris, c'est pas un virus à ADN, hein, c'est un virus à ARN, celui-là. C'est un petit détail. Ces 15 gènes-là nous mettent à genoux, alors que nous tous, on en a 29 000 chacun. Alors comment ce petit truc qui a pas de tête, pas de patte, qui n'a pas d'esprit pour décider, qui a une obsession, c'est me reproduire alors qu'il ne sait pas faire tout seul, arrive à nous mettre à genoux, parce qu'on lui ouvre des failles en permanence. C'est ça que je voulais dire en fait aujourd'hui. Notre ennemi, est-ce que c'est vraiment le virus? Je crois que c'est nous. Et quand je dis que c'est un virus chauve-souris, on me dit, bah, écoutez, professeur, il faut tuer toutes les chauves-souris. Surtout pas. Il faut leur foutre la paix, les laisser dans leur grotte là où elles sont. Et là, elles sont une incroyable barrière pour nous protéger. On connaît 500 espèces de virus, c'est les chauves-souris, qu'on a regardé avec nos collègues du muséum sur les chauves-souris chinoises ou au Gabon pour Ebola. Foutons-leur la paix, parce que si on ouvre effectivement, et 500 connus, il doit y en avoir des milliers, là on ne pourra plus s'en débrouiller. Donc c'est respecter ce vivant, arrêter les déforestations massives, parce que quand le vivant se porte bien, qu'il y a beaucoup d'espèces, et au sein des espèces, beaucoup qui résistent au virus, il n'arrive pas à se diffuser. Il ne peut pas, parce que sans arrêt, il rencontre des barrières. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Plus on amenuise le nombre d'espèces, et plus au sein des espèces qui sont réceptives, le nombre d'individus, plus on lui ouvre des failles pour s'installer. Et un jour, il passe effectivement d'un animal à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Hein, rappelez-vous, SARS-CoV-1, c'était la civette masquée. Le MERS, c'était le dromadaire. Le H1N1, c'était le canard. Ben voilà. En fait, on va mettre en promiscuité des animaux domestiques. 23 milliards de poulets sur la Terre aujourd'hui. Hein, 1,3 milliard de vaches. Et on ramène des animaux sauvages là-dessus. Puis ben voilà le résultat. Donc c'est revenir à beaucoup moins d'arrogance, beaucoup plus de capacité à prévoir. On est complètement imprévoyant. Hein. Et là, je pense qu'on arrivera à limiter ça. Et ma conclusion pour cet aspect-là, c'est de dire que quand est-ce qu'on va travailler au niveau médical beaucoup plus sur la façon d'empêcher ceci de survenir que d'essayer après de traiter des gens malades à coups de vaccins ou de médicaments. Alors, cette pandémie, évidemment, qui pose des questions, qui nous fait réinterroger le monde dans lequel on vit. Alice, vous qui avez travaillé beaucoup sur les migrations, vous avez l'impression aussi que ça pose une question, j'ai envie de dire presque philosophique, sur la question de la mobilité, justement, par rapport à la vulnérabilité des populations. Est-ce que ça a bougé la manière dont on interprète qui peut bouger, qui ne peut plus bouger? Oui, alors ça marche. On vous entend bien. Oui, oui, d'accord. Oui, effectivement, tout à fait. Je trouve que cette crise du coronavirus, elle nous amène aujourd'hui profondément à repenser l'importance de la mobilité et de l'immobilité dans notre monde actuel. Je pense que ce soit le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui et j'espère aussi le monde de demain, on voit bien à quel point ce monde il a été façonné par la mobilité, à quel point, surtout dans nos sociétés, notre quotidien est aussi lié à la mobilité et à quel point que ce soit même pour le fonctionnement de nos économies ou de nos sociétés de manière générale, c'est la mobilité, que ce soit à l'intérieur ou à l'intérieur des frontières ou entre les frontières,
qui permet, en tout cas, qui a encore une fois façonné ce monde d'aujourd'hui. Tout ça, ça a été chamboulé avec le coronavirus, avec surtout, en tout cas, les mesures qui ont été prises pour freiner la propagation du coronavirus, que ce soit le confinement qu'on a tous vécu, ou la fermeture des frontières, même à une échelle plus européenne ou globale. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que ça a modifié en fait dans notre perception, où la mobilité, je pense, avant la crise du coronavirus, a été un peu, et était d'ailleurs le privilège, notamment des populations les plus riches, les plus favorisées. On parle toujours de ce passeport européen qui est aussi un peu le Graal à l'échelle de la planète, où il est facile de migrer quand on est un Européen, notamment avec des moyens. Et avec le coronavirus, je pense que cette mobilité comme privilège, au contraire, c'est l'immobilité qui est devenue le privilège pendant cette crise, puisque pour se protéger du coronavirus, il a fallu se confiner, il a fallu rester chez soi, il a fallu se mettre au télétravail, etc. Mais ça, je pense que c'est un privilège qui a été réservé à ceux qui avaient la possibilité de rester chez soi pour se protéger. Ça n'était pas le cas, on l'a bien vu d'ailleurs, à l'intérieur même de nos sociétés. Quels sont ceux qui ne se sont pas confinés? C'était généralement les populations, ou en tout cas les catégories sociales les plus défavorisées, ces travailleurs que l'on pouvait retrouver dans les métros, les personnes qui ont permis à nos supermarchés de continuer à fonctionner, etc. Donc ça, cette inégalité face à la mobilité ou à l'immobilité pendant la crise, on l'a observé à l'intérieur de nos sociétés, on l'observe aussi entre les pays, puisque si vous allez plutôt regarder du côté des pays africains ou asiatiques, pour une immense majorité de ces populations, le confinement est juste impossible, puisque ce sont des personnes qui généralement ont besoin au quotidien de gagner le gagne-pain pour nourrir la famille. Donc je trouve que cette crise, elle nous a amené aussi à repenser justement ce privilège de l'accès à la mobilité ou à l'immobilité. Un autre point que je trouve important à souligner par rapport à notre perception de ces migrations et des migrants plutôt, c'est que je trouve aussi qu'à l'échelle globale, cette réponse du coronavirus, elle a montré par moments ses limites dans son manque d'inclusion des populations migrantes. Et on a bien vu que dans certains pays, et là par exemple je donnerai le cas de Singapour, qui pendant longtemps a été, enfin en tout cas au début de la crise, présenté un peu comme un modèle où très rapidement en fait ils ont réussi à soi-disant freiner en tout cas cette propagation du virus et à annoncer un peu qu'ils avaient battu ce coronavirus un peu avant beaucoup d'autres. Et puis, quelques mois après, deuxième vague encore plus violente. Et cette deuxième vague, elle a été expliquée en partie, ou en tout cas, elle s'est redéclenchée dans des foyers qui étaient notamment, en fait, un peu ces centres d'accueil de travailleurs bangladais, pakistanais, etc., qui étaient donc souvent des travailleurs immigrés pauvres, et qui ont été totalement exclus de la réponse gouvernementale singapourienne. Et je pense que cet exemple singapourien, il nous montre aussi que pour que la réponse au coronavirus soit efficace, elle doit être inclusive, elle doit prendre en compte les migrants, elle doit permettre l'accès au système de santé de ces populations qui sont souvent négligées dans les réponses gouvernementales et sanitaires pour répondre à cette crise. Alors, on va profiter de ce moment-là pour essayer de faire tomber quelques idées reçues aussi par rapport à ces questions-là. Hervé Lebras, vous voyez aussi que la pandémie en tant que telle, sur le volume de la population, ne va pas avoir des conséquences fondamentales. En revanche, ça a été peut-être aussi l'occasion de réentendre quelques propos un peu complotistes sur la volonté de réduire cette démographie, cette pandémie qui aurait pu être créée. Vous vous êtes insurgé contre cela? Oui, insurgé, c'est un mot un peu fort. Non, c'est plutôt regarder les chiffres de population tels qu'ils sont. Vous avez raison de dire que ça aura, en fait, c'est triste à dire aussi, peu
peu d'effet en termes de mortalité. Les calculs qui ont été effectués, par exemple, par Michel Guillot de l'Université de Pennsylvanie montrent que dans l'état actuel des choses, l'espérance de vie en France ne diminuera que de 1 ou 2 mois. 1 mois pour les femmes, 2 mois pour les hommes, puisque vous savez que les femmes sont beaucoup moins touchées par la pandémie, chose d'ailleurs qu'on n'explique pas très bien. Peut-être des oestrogènes, mais c'est pas ça. Parce que les femmes âgées font moins d'oestrogènes quand elles étaient jeunes, quand même. Alors maintenant, est-ce que la population, par exemple, est-ce que ce qu'on a parfois appelé la surpopulation ou l'explosion démographique joue un rôle là-dedans? Non, je pense que ça n'a aucun rôle. On est en présence avec ce genre d'épidémie, un phénomène que les mathématiciens ont appelé un phénomène de théorie des catastrophes, c'est-à-dire que un tout petit élément, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon aussi parfois, c'est-à-dire un battement d'aile de papillon dans une forêt amazonienne va entraîner un cyclone du côté du Bangladesh. Et, autrement dit, une cause absolument minime, ce tout petit animalcule dont tu as parlé, Gilles, va se transformer en pandémie. Donc là-dedans, le volume même de la population mondiale n'a pas joué de rôle. Et du coup, ça aussi, c'est ce genre d'explication qui occulte des phénomènes importants qui sont en cours. Et il faut savoir que l'explosion démographique est en train de se terminer. Ça fait plusieurs années déjà que, au fond, les spécialistes s'en rendent compte. Il y a 8 ans, l'UNESCO avait organisé un colloque qui s'appelait implosion ou explosion de la population mondiale. Donc, on y arrivait déjà. Et effectivement, quand vous regardez dans le monde entier, la fécondité a presque partout beaucoup diminué. Pour vous donner, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais bien sûr, la population augmente rapidement à vue d'œil, mais ce qui importe, c'est le taux de croissance de cette population mondiale. Et il a culminé au début des années 70 à 2,1%. 2,1%, c'est un doublement en 30 ans. Et puis, il a descendu, il est maintenant en train de passer au-dessous de 1%. Et si on prolonge, parce que la descente est très régulière, on arrive vers les années 2060 à un taux de croissance zéro. C'est-à-dire qu'à partir de 2060, la population mondiale va sans doute commencer à diminuer. Et c'est en accord avec les données qu'on a sur la fécondité. Dans la plupart des pays maintenant du monde, la fécondité est en train de passer au-dessous de 2 enfants. Dans des pays comme, par exemple, des grands pays comme le Brésil, la fécondité est maintenant à 1,7 enfants. Inutile de parler de la Chine. L'Inde est en train de s'y diriger. Tout le sud de l'Inde est déjà au-dessous de 2 enfants en moyenne par femme. En Europe, vous savez qu'on est à 1,5. Pour vous donner une illustration extrême, le pays d'Amérique latine, donc tout le continent sud-américain, qui a la plus forte fécondité, vous ne le devineriez pas, c'est la Guyane française. C'est quand même quelque chose d'un peu maintenant surprenant. Alors, c'est pas énorme, c'est 2,7. Mais donc, globalement, l'explosion démographique est en train de faire long feu. Bien sûr, ça va pas être demain, ça va prendre encore une petite génération, mais c'est là le sens général de l'évolution. Il y a juste une réserve à faire, il y a quelques pays qui font, ce n'est plus du tout justement une explosion générale, il y a quelques pays, il y a 2 petites zones dans le monde qui sont quand même très fortes en termes de fécondité. C'est la zone sahélienne et l'Afrique équatoriale, et puis la zone Afghanistan-Pakistan. Juste, je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour vous donner un chiffre, actuellement, le pays qui a la plus forte fécondité, c'est le Niger. C'est le nombre moyen d'enfants au Niger par femme, c'est 7,3, comparé au 1,8 en France. Ça n'a pratiquement pas baissé depuis maintenant qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans. Les habitants du Niger sont 22 millions actuellement. Dans la prévision moyenne des Nations Unies, ils seraient 70 millions en 2050, dans 30 ans, plus que les Allemands dans cette prévision. Donc là, il y a une sorte, ce qu'on pourrait appeler un hotspot. Il y a vraiment un problème fort. Alors même chose
du côté dans la zone Afghanistan, dans tout au fond cette partie qui est entre le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, où on a encore aussi, autant qu'on puisse le mesurer, des fortes fécondités qui ne donnent pas de signe de diminution. Il faut aussi voir que, est-ce que ça pourrait diminuer? Il y a un lien qui est en train d'apparaître entre fécondité et politique. C'est dans les pays en fait, où il y a des troubles politiques que la fécondité reste la plus élevée. Quand vous prenez l'ordre des plus fortes fécondités, par exemple en Asie, vous avez en tête Afghanistan, juste après Yémen, juste après Irak, juste après la bande de Gaza, et ensuite vous arrivez au Pakistan. Donc c'est des pays où il y a des troubles, et ces troubles-là, on avait dans l'idée ancienne que c'est la surpopulation qui allait créer des troubles. C'est sans doute l'inverse, c'est-à-dire que c'est ces troubles qui alimentent la surpopulation parce que les femmes n'ont plus les moyens de trouver des contraceptifs, parce que les hommes s'imposent aussi violemment, le patriarcat reprend des forces quand il en avait perdu. Et on a le même phénomène en Afrique, où le Niger, comme vous le savez, est un pays qui est coincé entre le AQMI, Al-Qaïda au moyen... AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, et puis Boko Haram, qui est au sud. Le second pays qui est la plus forte fécondité, c'est ensuite la Somalie, donc vous savez est en état de guerre civile notamment. Le troisième plus fort, c'est la République démocratique du Congo, le quatrième, c'est le Burundi. Donc vous voyez que là-dedans, il y a une association qui est maintenant entre, au fond, politique et fécondité, et dans le sens, comme je l'ai dit, inverse. Ces questions politiques sont en train de bloquer la baisse de fécondité, de la bloquer par exemple en empêchant, mais je vais arrêter là, mais en empêchant l'éducation des filles. C'est le Boko Haram, comme vous le savez, ça veut dire les livres sont un péché. Boko, en fait, c'est une déformation de book, et donc les talibans, de la même manière, détruisent les écoles et empêchent les filles de s'instruire. Donc on voit un enchaînement qui peut être grave, parce que vous avez vu les chiffres que j'ai donnés pour le Niger, ça représente quand même beaucoup de monde. Et donc à l'avenir, les risques au fond créés de surpopulation et de troubles qui sont liés seront d'abord engendrés par des questions politiques et pas par des questions démographiques. Et on n'est pas dans une période en fait de croissance exponentielle de la population, contrairement à toutes ces idées on est dans un très net, donc comme je vous l'ai dit, on est dans un ralentissement rapide qui alors ça ne s'observe pas non plus directement. La baisse de fécondité n'a pas un effet forcément immédiat, parce que les générations qui sont encore fécondes proviennent d'une époque où la fécondité était très élevée. On se souvient par exemple en Inde, la génération précédente, la fécondité était de 5 enfants et demi par femme. Donc il y a beaucoup de femmes en âge de se reproduire, mais comme elles ont maintenant elles sont en train d'avoir une faible fécondité, la génération suivante sera beaucoup moins nombreuse. Donc il y a un petit délai avant que la baisse de fécondité. Au Brésil, la population continue d'augmenter pour cette raison, mais désormais, si les Brésiliens restent à leurs 1,7 enfants, et sans doute ils vont descendre encore, dans une trentaine d'années, la population du Brésil va commencer à diminuer. Alors je vois Gilles Boeuf qui a très envie de réagir, mais quand même avant, Alice Maya, qui a travaillé aussi sur le Bangladesh beaucoup, par rapport justement à ces questions de natalité et de maîtrise de la croissance démographique. C'est un état particulièrement intéressant à vérifier là-dessus, et aussi pour déconstruire les idées qu'on peut avoir sur ce type de pays. Est-ce que sur la situation du Bangladesh, la population, la croissance, est-ce que vous pouvez détailler la situation de ce pays ? Oui, alors assez rapidement, mais effectivement, je trouve que le Bangladesh, c'est un exemple qui est très intéressant et qui d'ailleurs souvent heurte un petit peu nos préjugés, ou en tout cas nos idées reçues sur ce type de pays. Alors juste peut-être quelques chiffres aussi pour planter le décor. Donc le Bangladesh, petit pays d'Asie du Sud, coincé entre l'Inde, un tout petit peu la Birmanie et le golfe du Bengale.
En quelques chiffres, le Bangladesh, c'est aujourd'hui à peu près 170 millions d'habitants sur un territoire qui fait le quart de la France, à peu près. Donc vous imaginez mettre 2,5 fois la population française dans un quart du territoire, ou mettre la population russe en Grèce, et vous avez à peu près la densité de population au Bangladesh. À l'exception des villes-États comme Singapour ou d'autres, le Bangladesh, c'est aujourd'hui considéré comme le pays le plus densément peuplé au monde. Quand je donne ces chiffres-là, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est aussi par ailleurs un des pays les plus vulnérables au monde au changement climatique et qui est confronté à tout un tas de catastrophes naturelles et autres dégradations environnementales. Quand je donne un petit peu ce tableau-là du Bangladesh, on se dit, oh là là, c'est une bombe à retardement. Alors c'est un pays qui a effectivement énormément de défis à relever, on pourra revenir là-dessus, mais sur le plan démographique, c'est un pays qui est extrêmement intéressant, puisque souvent la question qu'on me pose quand je parle du Bangladesh, c'est oui, mais quand même, justement, pays le plus densément peuplé au monde, peut-être qu'il faudrait justement aller freiner la croissance démographique d'un pays comme le Bangladesh, et ça répondrait en partie à ces problèmes. Le taux de fécondité au Bangladesh, aussi ça peut paraître surprenant, c'est à peine 2 enfants par femme, ce qui pour un pays de cette catégorie-là de développement est effectivement un succès assez remarquable sur le plan du développement et de cette maîtrise de la croissance démographique. C'est d'autant plus remarquable que le Bangladesh, c'est un pays qui a acquis son indépendance en 1971. À l'époque, on était au-delà de 6 enfants par femme. 40 ans plus tard, vous avez à peine 2 enfants par femme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans ? Vous avez la mise en place, effectivement, de politiques de maîtrise de cette croissance qui s'est accompagnée d'énormément d'efforts aussi en matière d'éducation au Bangladesh, et aussi d'implication des différents acteurs de la société pour justement permettre cette baisse de la croissance démographique. Parmi ces éléments que je trouve particulièrement intéressants, le Bangladesh, c'est aussi un pays à très forte majorité musulmane. Vous avez eu au Bangladesh une implication, par exemple, des chefs religieux dans le discours justement sur l'intérêt de contrôler cette croissance pour obtenir tout un tas de bénéfices, c'est-à-dire expliquer aux familles que avoir moins d'enfants, c'est aussi plus de moyens pour les nourrir, pour les éduquer, c'est que, entre guillemets, la contraception n'est pas forcément dans le couple marié, bien entendu, contraire aux principes de l'islam, etc. Donc vous avez en fait une implication de ces chefs religieux dans les communautés et dans les villages du Bangladesh qui a permis en fait de véhiculer ce discours comme quoi contrôler le nombre d'enfants par foyer pouvait apporter un certain nombre de bénéfices au foyer, aux ménages, etc. Donc vous avez eu tout un tas d'éléments comme ça. Vous avez aussi une très forte implication des acteurs de la société civile. Vous avez des politiques gouvernementales qui ont été mises en place pour faciliter l'accès à la contraception, pour faciliter en tout cas, voilà, cette baisse de la croissance démographique qui a produit des effets tout à fait notables et intéressants, et qui permettent de comprendre aujourd'hui pourquoi le Bangladesh a un taux de fécondité. Alors, à l'époque, je disais quasi équivalent à la France. Bon, la France a baissé encore entre-temps, donc aujourd'hui un petit peu moins, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le taux de fécondité au Bangladesh et en France était quasi équivalent, ce qui est quand même très intéressant quand on compare les niveaux de développement de ces deux pays. Alors Gilles, moi, le rôle des femmes. Bien sûr, on a vu un débat avec Hervé il y a quelque temps que Le Monde avait sorti. Pour moi, ça passera par systématiquement le retour des petites filles à l'école. Ça, tant qu'on maintiendra les femmes dans ces situations-là, on continuera à avoir ces problèmes particuliers. C'est une question de filles et les bébés. Le mâle, il intervient quelques fugaces moments, quelques secondes pour délivrer quelque chose, mais c'est la femme qui a pendant 9 mois le fœtus dans l'utérus et qui le met au monde. Donc là, il y a vraiment une action intéressante. Puis je me suis heurté à des écolos récemment forcenés qui me disent « c'est la faute des femmes du Niger si aujourd'hui on est en difficulté ». Ah bon ? Elles font trop de mômes. Attendez, c'est pas la faute des filles du Niger si on met des pesticides partout et qu'il y a des cancers liés à la chlordécone en Martinique ou qu'on surpêche le thon rouge en Méditerranée quand même.
Ne nous trompons pas de cible, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Et là, le rôle des femmes est absolument essentiel. Sur Singapour, j'aime bien aussi, parce que Singapour, on m'a dit, de toute façon, il n'y a pas de misère à Singapour. Évidemment, on la cache, la misère à Singapour. Hein. Et puis, de toute façon, on a suffisamment d'argent. Je dis non, parce que la mer monte à Singapour comme ailleurs, comme au Bangladesh, et un jour, vous serez sous l'eau aussi riche que vous soyez. Il me dit, on a assez d'argent pour acheter le Myanmar. Vous voyez le genre de réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui pour ces questions particulières. Puis arrêtons cette frénésie de croire que parce qu'on est plus riche, on se croit plus malin et plus intelligent, on va s'en sortir. Le petit virus nous démontre que c'est pas ça du tout. Donc je dis, il faut tuer cette arrogance effectivement aujourd'hui. Et sur la démographie, c'est une question essentielle. Dans la nature, je prends les autres espèces vivantes, elles sont contrôlées par des facteurs. On a des problèmes de surpopulation temporaire. Hein. Quand les criquets sont mis à proliférer de façon effroyable, ils débarquent au Mali ou ils débarquent en Somalie, on en parlait tout à l'heure, c'est une vraie catastrophe pour le monde agricole. Hein. Ils sont régulés par des systèmes écologiques classiques. Nous, on avait les moyens de le faire, on ne l'a pas fait. Donc c'est certainement, au niveau de l'humanité, un manque de réflexion générale sur ces questions-là. Et pour ça, il faut effectivement que les femmes jouent leur rôle dans la population, puissent s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. D'un autre côté, je dirais que en écologue, on regarde effectivement les relations densité de population. Tout à l'heure, j'écoutais Boris qui parlait du malheur et du bonheur et qui disait c'est pas antinomique. Mais oui, on peut très bien être heureux là où il y a beaucoup de gens et très malheureux, il n'y a pas beaucoup de gens aussi. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut regarder de très près. Mais une espèce comme l'humain qui avait les moyens de réfléchir à ça et de prévoir a très mal pris ça en compte. La Chine a fait des efforts. Qu'est-ce qu'ont fait les efforts chinois? Interdire la naissance de 1,5 milliard de bébés, peut-être, depuis les années... il y a 40 ans. Bon, on serait plus nombreux, effectivement, mais ça ne change pas tout. Puis il faut voir le type de pays aussi qui peut mettre en place ce genre de mesures. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose... Simplement, je dis, quand on me parle de ça, eh bien, si le garçon demande son avis à la femme, ça marche beaucoup mieux. Absolument. Avant de lui sauter dessus. Absolument. Hervé. Non, là c'est... Il y a eu, dans les années 80, il y a eu beaucoup de grandes enquêtes sur ça s'appelle l'enquête mondiale de fécondité, qui ont mesuré la fécondité dans pratiquement tous les pays du monde. Et une question était posée, combien d'enfants souhaitez-vous? Et les chiffres, par exemple pour l'Afrique, pour le Niger, c'était 7, 8 enfants. Donc on a dit, ben voilà, il y a une forte fécondité parce que les populations le souhaitent. Et puis, quelqu'un avait remarqué qu'on interrogeait dans ces enquêtes le chef de famille. Et le chef de famille, c'était un homme. Donc, on a commencé à faire des enquêtes où on a interrogé les femmes. Et là, les chiffres étaient beaucoup plus faibles. Donc, cette question est tout à fait importante. Et je dirais la question des rapports hommes-femmes dans les questions de fécondité est essentielle. Vous parliez du Bangladesh. La question des mariages précoces, par exemple, est importante. Les Chinois ont commencé bien avant l'enfant unique par imposer des restrictions à l'âge au mariage. Ils ont remonté l'âge au mariage à 24 ans pour les femmes et 27 ans pour les hommes. Ça n'est pas suffisant, mais ce n'est pas parce qu'on se marie plus tard qu'on aura nettement moins d'enfants. Vous savez que la fécondité humaine est énorme, ce qu'on appelle la fécondité naturelle. Dès qu'une femme est féconde, elle a des enfants, et avec un intervalle d'allaitement assez court, c'est en moyenne 15 enfants. Hein. Donc toutes les sociétés ont élaboré des stratégies pour qu'il n'y ait pas 15 enfants. Alors, tant qu'il y avait une mortalité très forte des enfants, on pouvait justement laisser des mariages précoces, et ça permettait aussi d'installer et de renforcer le patriarcat. Mais maintenant, c'est fini. La mortalité infantile est faible dans le monde entier, même si elle est plus forte dans certains pays, mais c'est infiniment moins que ce qu'était la situation, même dans l'Europe du XVIIIe siècle. Un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 20 ans au XVIIIe siècle. Donc il fallait, bien sûr, si on voulait avoir, comme on dit toujours, un remplacement de la population, il fallait au moins 2 enfants, donc il en fallait 4 au minimum à la naissance. Donc ce rapport à la fécondité passe par ces questions de patriarcat. Vous avez raison dans le cas du Bangladesh, où je pense que la situation était peut-être plus une situation de mariage précoce des filles, comme en Inde, et
Mais dans le pays comme le Niger, c'est la question du patriarcat qui est posée, du pouvoir des hommes sur les femmes. Donc ça, c'est pas si simple que cela à résoudre. De même, la question de la religion, c'est intéressant ce que vous avez dit sur l'islam, parce que il y a un livre américain sur comment qui a étudié comment la fécondité a baissé au Mexique, et puis ensuite dans toute l'Amérique latine. Le livre s'appelle Bitter Pills, pilules amères. C'est un très bon titre. Et il explique que malgré les efforts du planning familial, malgré l'Amérique était très présente forcément pour tenter de faire baisser la fécondité, rien ne marchait. Et il a fallu négocier avec le cardinal archevêque de Mexico pour qu'en chair, il autorise les femmes et les couples à pratiquer la contraception. Donc il y a eu des négociations tout à fait longues. Il a fini par le faire. Et un an après, ça a peut-être eu d'autres raisons, mais un an après, en tout cas, la fécondité a commencé à baisser. Maintenant, le Mexique est un tout petit peu au-dessus de 2 enfants. Après, ce qui est assez terrible, c'est quand même que ce sont des questions évidemment très, très idéologiques qui alimentent forcément des thèses xénophobes, comme quoi plus de migration pour islamiser le monde, etc. C'est aussi ça que vous écrivez dans votre dernier ouvrage, Serons-nous submergés ? Épidémie, migration et remplacement. Les Nations Unies sont guidées par leur objectif qui est la paix dans le monde. En sens inverse, dans les pays développés, crier haro sur les migrations s'avère électoralement payant. C'est évidemment ce type de questions aujourd'hui qui se posent par rapport à ces idées préconçues sur une démographie galopante et des migrations qui nous envahissent. C'est le thème de votre dernier ouvrage. Je pense que vous parlerez des migrations, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un livre qui a eu un grand succès récemment, au point que le président Macron l'a fait lire à tous les membres de son cabinet à l'Élysée. Le titre, c'est La ruée vers l'Europe, par un journaliste, Stephen Smith, qui est un bon spécialiste de l'Afrique. Et la couverture, c'est tout en noir, avec une Afrique tracée, dont les frontières sont tracées en traits blancs. Et l'argument est simple, il y a actuellement un peu plus d'1 milliard d'Africains. En 2050, il devrait être 2 milliards. Donc le milliard supplémentaire, comme c'est des pauvres, va se ruer vers l'Europe. Donc voilà le genre d'argument entièrement simpliste. Donc vous faites allusion à mon prochain livre. J'ai simplement regardé le remplacement, etc. Comment est-ce que les Africains, surtout les Africains d'Afrique subsaharienne, ont migré vers l'Europe. Parce que d'abord, il y a un mélange. L'Afrique, c'est complexe. Vous avez l'Afrique du Nord, où la fécondité a beaucoup baissé. En Tunisie, la fécondité maintenant est au niveau de la France. Et puis vous avez l'exemple que j'ai donné du Niger, puis vous avez l'Afrique du Sud, où la fécondité aussi maintenant est de 2,5 enfants. Et en plus de ça, l'Afrique du Sud est plus loin de la France que ne l'est l'Inde. Donc si on craint l'arrivée des Africains du Sud, on devrait craindre aussi l'arrivée des Indiens, et peut-être du Bangladesh. Alors, il faut regarder avant de faire des bilans chiffrés aussi vastes que ce 1 milliard comparé aux 2 milliards. Il faut regarder dans le détail et regarder comment les Africains ont migré dans les précédentes années sur la France. Donc j'ai regardé sur une vingtaine d'années. Je vous ai parlé du Niger, avec ses 22 millions d'habitants. Il y a eu 8 millions d'augmentation depuis 10 ans. Combien sont arrivés en France ? On a les chiffres, 1200. Donc vous voyez que, bon, c'est pas... Alors, il n'y a pas que les Nigériens. Les Maliens ou les Sénégalais sont arrivés en nettement plus grand nombre en France. Mais c'est, je dirais, presque traditionnel. C'est parce qu'il y a des courants qui sont installés. Les tirailleurs sénégalais, par exemple, ça a été une première, au fond, importation de Sénégalais. Et puis, il y a eu les marins qui ont été souvent engagés à Dakar et sur la côte de Guinée. Donc, les communautés maliennes, enfin... Les originaires du Mali et du Sénégal sont cette fois-là beaucoup plus nombreux et migrent plus vers la France parce qu'il y a des réseaux de connaissances, parce qu'ils rejoignent des personnes qui connaissent. Et même quand je dis le Mali, c'est faux. C'est quand on regarde bien, pratiquement la moitié des migrants maliens en France viennent d'une seule province du Mali, celle de Kay, qui est Kayes, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est à la frontière du Sénégal, qui est
Et une des raisons est qu'elle est aussi sur la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar. Donc ils ont été employés de chemin de fer et ainsi de suite. C'est ça la migration, si vous voulez. On est face à des phénomènes de relations humaines, on est face à des phénomènes qu'on appelle de réseaux. C'est ça, comme ça que la migration se produit. Elle ne se produit pas par comparaison de deux grands nombres comme ce milliard et ces 2 milliards. Alice Bayard, spécialiste des migrations, est-ce que les migrations, effectivement l'exemple du Niger est sidérant, au Bangladesh en l'occurrence, vous avez beaucoup travaillé aussi là-dessus, est-ce que ce sont des migrations internationales, liées au climat notamment, ou pas du tout? Et parce qu'il y a ce discours aussi récurrent qui est de beaucoup parler de plus en plus de ces migrations climatiques, avec toutes les inquiétudes qui les accompagnent. Oui, alors bon, déjà, merci de me considérer comme spécialiste des migrations. Je préciserai spécialiste des migrations liées au changement climatique. Je pense qu'on a un spécialiste des migrations au sens encore plus général à ma droite. Mais oui, alors déjà peut-être juste pour rebondir sur cette idée un peu de la ruée vers l'Europe, moi juste pour vous donner un exemple que j'avais trouvé assez intéressant. J'avais eu l'occasion de discuter il y a quelques mois avec une personne qui avait travaillé pendant longtemps sur l'Aquarius, qui est ce bateau de SOS Méditerranée qui a fait plusieurs sauvetages en mer, je pense que tout le monde s'en souvient, et qui avait perdu son pavillon. Et cette personne me disait que la très grande majorité des migrants qui sauvaient, en fait, qui récupéraient sur l'Aquarius, lui posaient des questions qui montraient à quel point, en fait, la plupart de ces migrants qui venaient d'Afrique subsaharienne ou de Libye ou enfin d'autres pays, la Libye étant souvent d'ailleurs un des points de passage, c'était pas forcément la nationalité première de ces migrants, ils étaient passés par la Libye sur leur parcours migratoire. La très grande majorité de ces migrants n'avaient en fait absolument pas comme idée première au moment de leur départ de rejoindre l'Europe. En fait, l'Europe s'est retrouvée à un moment de leur parcours, un peu comme ça, de fil en aiguille. En fait, le parcours les a amenés progressivement à finalement se retrouver sur un canot, sur un canoë, et à prendre tous les risques qu'on connaît pour traverser la Méditerranée. Mais rejoindre l'Europe n'était absolument pas leur destination finale de départ. Et il me disait, ça se voyait à tel point que, par exemple, les questions qu'il posait sur ce bateau de l'Aquarius, c'était mais est-ce qu'en Europe, par exemple, il y a des terrains de foot? Est-ce qu'on va pouvoir jouer au football en Europe? Enfin, et je trouvais que cet exemple était assez anecdotique pour montrer à quel point, en fait, ces migrants n'ont aucune image de l'Europe. Ils ne savent pas ce qu'est l'Europe. Ils ne cherchaient pas à rejoindre l'Europe. C'est juste qu'ils se sont retrouvés en Libye, dans ces prisons, face à des tortures. Et puis, ils ont fini par rencontrer un passeur, et puis par se retrouver sur ce bateau. Donc, je pense que vraiment, cette image de la ruée de l'Europe, il faut la déconstruire, et elle n'est absolument pas vérifiée par les études empiriques et par les discussions, en tout cas les rencontres que vous pouvez avoir avec ces migrants. Après, si on revient effectivement sur plutôt donc là la question du changement climatique, donc effectivement c'est un facteur de migration dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Je pense qu'il est vrai que les impacts du changement climatique dans différents endroits du globe aujourd'hui ont une incidence. Alors déjà, je dirais parce qu'on a encore tendance à parler d'un problème du futur quand on parle du changement climatique en disant demain le changement climatique va créer des migrations de grande ampleur. Je pense que c'est pas un problème du futur, en tout cas c'est pas un enjeu du futur, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Le changement climatique, les dégradations environnementales créent déjà des migrations. En tout cas, plutôt que créent, je dirais participent à des migrations. Ce qui me semble important quand même de rappeler aujourd'hui, c'est que je pense que c'est pas nouveau que l'environnement contribue à la migration dans tous les endroits de la planète. Je pense que d'ailleurs, et peut-être mes deux intervenants de chaque côté de moi pourront revenir aussi là-dessus, mais la répartition de la population mondiale aujourd'hui s'est faite aussi
par rapport à des considérations environnementales. Enfin, depuis toujours, l'humanité a migré par rapport à ce que l'environnement pouvait lui offrir. Par exemple, pourquoi, si on revient sur le cas du Bangladesh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le golfe, le delta du Bengale est un des foyers de population les plus importants au monde? Aussi parce que c'est un des territoires les plus fertiles au monde et qui donc, il y a plusieurs centaines et milliers d'années, a attiré énormément de population. Donc l'environnement peut être un facteur, ce fameux push ou pull factor en fonction des cas. Un autre point, je trouve que c'est on présente aujourd'hui le changement climatique donc comme un nouveau facteur de migration. Non, ça ne l'est pas, c'est juste un facteur parmi d'autres qu'on a souvent exclu de notre compréhension des phénomènes migratoires. J'aime bien rappeler le fait que souvent aujourd'hui on pense les migrations de manière assez dichotomique. D'un côté vous allez avoir les migrants économiques et de l'autre vous allez avoir les réfugiés politiques. C'est un peu comme ça qu'on a bâti notre perception des migrations et in fine aussi comment est-ce qu'on a construit nos politiques migratoires et nos politiques d'asile. Vous avez la Convention de Genève de 1951 qui permet de protéger les réfugiés politiques et puis vous avez tous les autres qui eux généralement ne sont pas couverts par des régimes de protection et qui donc sont ces fameux migrants économiques. Et ça d'ailleurs, ce discours extrêmement binaire sur la migration, il a été réactivé au moment de la crise, ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015 ou la crise des réfugiés, où on a essayé de vendre un peu en Europe la nécessité d'accueillir ces réfugiés syriens en rappelant justement le fait qu'il y avait des réfugiés qui méritaient d'être protégés et le reste des migrants plutôt considérés comme économiques. Le changement climatique, il fait un peu éclater cette vision dichotomique de la migration en rappelant que finalement, chaque migration est extrêmement complexe. Il y a une imbrication de facteurs qui vont être d'ordre politique, environnementaux, économiques, culturels, etc., qui, in fine, vont participer à la décision de migrer d'un individu. Donc je pense que le changement climatique aujourd'hui nous rappelle juste que les phénomènes migratoires sont extrêmement complexes et qu'il faut pour aussi y apporter des réponses efficaces, appréhender cette complexité et répondre à cette complexité, ce qui suppose la mise en place de différentes politiques. Et le Bangladesh, là-dessus, est un bon exemple, justement, oui. Sur une appréhension moderne d'un positionnement de ne pas être victime, mais appréhender et prendre en main son destin de pays. Oui, alors le Bangladesh, c'est aussi un des pays effectivement qui est considéré comme, donc je vous le disais précédemment, un des pays les plus vulnérables au changement climatique, un des pays les plus densément peuplés. Donc effectivement, la question des migrations climatiques, ou en tout cas liées au changement climatique au Bangladesh, elle se pose. Pour vous donner un ordre d'idée, donc Dhaka, qui est la capitale du Bangladesh, on estime qu'il y a à peu près un demi-million de personnes qui arrivent chaque année à Dhaka, notamment des suites de l'exode rural. Et l'exode rural au Bangladesh, il est effectivement, mais comme dans d'autres régions du monde, extrêmement lié aussi aux dégradations environnementales. Même si on prend l'Afrique subsaharienne, vous avez plus de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne qui dépend de l'agriculture. C'est la même chose au Bangladesh, et on sait que l'agriculture, c'est un des secteurs de l'économie qui est les plus touchés par le changement climatique, et donc nécessairement qui dit dégradation environnementale dans certaines régions particulièrement dépendantes de l'agriculture dit aussi à un moment migration, ce qui se mélange d'ailleurs aussi à d'autres facteurs. L'exode rural n'est pas uniquement lié aux impacts sur le secteur agricole, mais en tout cas ça en fait partie, notamment dans un pays comme le Bangladesh. Après, effectivement, alors le Bangladesh c'est aussi un pays qui est intéressant, pas uniquement pour ce qu'il montre des vulnérabilités face au changement climatique, mais aussi pour ce qu'il présente comme solution. Et là, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un pays qui est assez extraordinaire à observer pour tout ce qu'il propose en matière d'adaptation au changement climatique, puisque aujourd'hui, le Bangladesh, c'est non seulement un des pays les plus vulnérables, mais aussi d'une certaine manière un des pays qui a su le plus s'adapter par rapport à ces impacts. Et si vous avez un jour l'opportunité d'aller au Bangladesh, vous verrez à tous les niveaux de gouvernance et même dans les communautés les plus reculées, tous les efforts qui ont été faits en matière d'adaptation et en matière de gestion des catastrophes naturelles.
Par exemple, un chiffre que je trouve toujours assez percutant, pour vous montrer les efforts qui ont été fournis par un pays comme le Bangladesh, c'est la réduction du nombre de victimes mortelles en cas de catastrophe naturelle. Vous prenez 1970, cyclone Bola, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais ça a été un cyclone absolument dévastateur au Bangladesh, qui était encore d'ailleurs le Pakistan à l'époque. Ça a été juste avant l'indépendance du Bangladesh. À l'époque, 1,5 million de morts liés à ce cyclone. 2007-2009, vous avez 2 cyclones consécutifs qui frappent à nouveau le Bangladesh de puissance à peu près comparable au cyclone Bola. Là, vous avez dans les 2 cas moins de 5000 victimes. Donc en 40 ans, le Bangladesh est parvenu à réduire la mortalité liée aux catastrophes naturelles de manière assez drastique, et ça, c'est passé par tout un tas de politiques. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, parce que la gestion des catastrophes, elle ne suppose pas toujours des moyens extrêmement conséquents et extrêmement coûteux. Ça ne passe pas toujours par le développement d'infrastructures gigantesques. Ça peut passer aussi par, encore une fois, une mobilisation de la population et de sensibilisation de la population à ces questions. Au Bangladesh, vous avez par exemple la formation de volontaires qui, en cas de catastrophe naturelle, vont prendre leur bicyclette avec comment on appelle ça, des mégaphones et vont circuler dans tous les villages pour alerter la population à l'approche d'un cyclone. Vous avez des codes couleurs qui sont aussi mis en place. Donc vous avez tout un tas de petites stratégies qui peuvent paraître anodines, mais qui en fait ont énormément marché pour justement alerter à temps la population de manière à lui permettre de se mettre à l'abri, ce qui s'est aussi accompagné d'abris anticycloniques qui servent en dehors des cyclones d'écoles ou d'autres bâtiments de l'administration et qui permettent à la population de se mettre à l'abri. Autre, et juste je terminerai là-dessus en termes d'exemple, pourquoi est-ce que ces abris anticycloniques ils marchent aussi au Bangladesh? Parce qu'ils tiennent compte aussi de certains facteurs où, en fait, au début, on s'est rendu compte que ces abris, les populations n'y allaient pas. Pourquoi? Parce que c'est souvent des gens qui ont du bétail et qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas abandonner leur bétail en cas de catastrophe naturelle. Donc souvent, elles préféraient rester chez elles à côté de leur bétail pour être sûres que leur bétail n'allait pas se faire voler pendant la catastrophe ou se faire emporter par le cyclone, l'inondation ou autre. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont développé des abris anticycloniques. Quand ils ont fait ce constat-là, ils ont fini par développer des abris où les populations pouvaient venir avec leur bétail. Et ça, tout de suite, ça a aussi permis beaucoup plus d'amener en fait, ces gens à aller se réfugier dans ces abris. Donc vous voyez, il y a juste tout un tas de choses qui permettent, encore une fois, quand on regarde le Bangladesh, de pas uniquement considérer ces pays comme des victimes du changement climatique, mais aussi comme des pays qui, parce qu'ils sont peut-être aussi en première ligne, ont dû développer de manière assez avant-gardiste tout un tas de politiques et de solutions et de stratégies pour s'adapter à ces changements. C'est le thème de la résilience dont vient de parler Boris Cyrulnik. Oui. Et la migration, c'est une stratégie aussi par rapport à ces changements climatiques. C'est une stratégie de longue date. C'est une stratégie qui s'observe encore aujourd'hui, et nous, c'est un peu le travail aussi qu'on fait à l'Organisation internationale pour les migrations et dans ma division en particulier, c'est que la migration, il faut la considérer. Vous avez des migrations qui vont être forcées dans le contexte du changement climatique, et donc là, il faut adapter aussi les politiques pour permettre de limiter cette migration quand elle est forcée. Mais vous avez aussi des migrations qui sont à encourager parce qu'elles vont permettre aux populations de s'adapter. Et dans ces cas-là, vous devez non pas développer des politiques pour freiner, mais au contraire pour encourager, pour encadrer ces migrations et pour protéger les migrants, en tout cas leur permettre de migrer, nous ce qu'on appelle de migrer dans la dignité, dans le respect des droits, etc. Donc, la complexité du phénomène migratoire doit aussi amener, et notamment dans le contexte du changement climatique, différentes réponses politiques qui ne sont pas uniquement des politiques restrictives de restriction de la mobilité. Dans certains cas, dans certains cas, et même dans de nombreux cas, il faut au contraire plutôt des politiques d'incitation, si ce n'est pas d'incitation, en tout cas de facilitation de la migration. Et c'est un des objectifs du Pacte mondial pour les migrations, par exemple, qui a été aussi adopté en 2018. Gilles Boeuf, par rapport à ces enjeux de changement climatique, vous, spécialiste du vivant, est-ce que vous avez le sentiment désormais que
la population a une maturité par rapport à ces questions-là? Elle n'a pas trop le choix. Hein. Si elle veut survivre, et je vais rebondir sur ce que disait Ali à l'instant, l'humain a toujours migré en fonction de changements à l'extérieur. C'est comme une équipe de foot qui gagne, on ne la change pas. Et si on est bien chez soi, on n'a pas envie de partir ailleurs. Hein. C'est pour ça, sur l'Afrique, moi, chaque fois que je discute, je connais 25 pays africains, je discute avec des gens en Afrique, aucun n'a envie de partir. Ouais, a priori, ils n'ont pas envie d'aller envahir l'Europe, contrairement à ce qu'on dit. S'ils sont bien chez eux, ils restent chez eux. Alors, on a évoqué les questions de conflit, évidemment, hein, de maltraitance des femmes et des enfants, les questions de climat qui changent. Revenons à ce qu'était le nom. Alors, je reviens à ça. Le sapiens que nous sommes est africain. Ça, c'est absolument indiscutable. Ça ne plaît pas à certains. On était petits, poilus, tout noirs à une époque. On était noirs. C'est nous qui avons éclairci, en fait, hein, au cours du temps, dans l'histoire de Homo sapiens. Il sort d'Afrique il y a 140 000 ans. Chaque fois qu'il sort d'Afrique, 140 000, 90 000, 76 000, 50 000, chaque fois, ça correspond à des époques où le climat a changé, le Sahara n'est plus un désert et la péninsule arabique a reverdi. Ça offre à l'humain de nouveaux territoires pour aller vers le nord, ouest et est. Bon, très bien. Donc le climat a toujours été déterminant. La remontée du niveau de la mer, ils s'en foutaient un peu, il n'y avait pas des grandes villes, donc quand ça remontait, on échappait à la remontée du niveau de la mer en revenant un petit peu vers l'intérieur. Température, tous les grandes phases aussi, bien sûr, climatiques de glaciation. Hein, bon. Donc on est sorti d'Afrique chaque fois parce qu'effectivement, on avait une possibilité de quitter ces territoires pour aller ailleurs. Parce que l'humain, effectivement, a toujours été aventureux. Pourquoi est-ce qu'il a cet esprit-là? C'est comme ça. Hein. Ils arrivent il y a 30 000 ans, pense-t-on maintenant, en Amérique du Nord. 3 000 ans après, ils sont au Chili, quoi. C'est vite quand même, hein, pour migrer dans ces conditions-là. On est sans arrêt en quête de nouveaux territoires. Là, je vais au nomadisme. Et moi, j'ai vu deux cas. Alors, les gens du Mali, avec les guerriers Targui, qui nous racontent comment ils vivaient toujours de nomadisme, ou les gens d'Asie centrale, Kyrgyzstan, Azerbaïdjan, Kazakhstan. Le drame actuel, c'est que, ou Madagascar, au sein du même pays, quand on est migrant aujourd'hui, le drame, c'est qu'on migre parce qu'on était moins bien là, on a épuisé une ressource, on a envie d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, on arrive chez quelqu'un. C'est ça le drame. À l'époque du nomadisme, on partait, on n'arrivait chez personne. Hein. Il y avait des baleines, il y avait des éléphants, il y avait des bisons, il y avait des chevaux. Aujourd'hui, on arrive chez quelqu'un. Et ça, je l'ai vu à Madagascar, au sein de Madagascar, où les gens me disent, on a une réserve de lémuriens dans le nord de Madagascar, où on protège nos lémuriens dans la forêt, une série d'îles et puis de mangroves. Et un jour, je trouve une famille. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et ils me racontent, ils viennent de Tuléar, donc ils ont fait 800 km à pied. Tout à l'heure, j'ai ouvert une petite parenthèse, quand vous parlez de la migration organisée, c'est au sein du même pays. Parce qu'on peut difficilement encourager ses concitoyens à aller en Inde. Les Indiens ne veulent pas du tout des gens du Bangladesh. Hein. Ils ont même envie de faire un gros mur entre le Bangladesh et l'Inde. Au sein du même pays, bien sûr. Donc je reviens, donc je vois cette famille, il y avait des femmes, des enfants. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une réserve de lémuriens. Et ils me racontent, ils ont quitté Tuléar parce qu'il n'y a plus un seul arbre. On a coupé tous les arbres. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le vivant est affecté par le climat qui change. Mais on oublie que le vivant qui est parti affecte aussi en retour le climat. S'il n'y a plus d'arbres, il ne pleut plus. Pour l'agriculteur, il faut partir. Ils arrivent là, et chaque fois qu'ils sont arrivés chez quelqu'un, ils se sont fait jeter, bien sûr. Et là, mais les Lémuriens n'avaient rien dit dans ma réserve. Ils n'auraient rien dit du tout. Et j'ai passé une nuit d'enfer en me disant, plus je parle avec ces gens, plus je les aime, moins j'ai envie de les jeter. Mais je ne peux pas les laisser là, parce qu'ils vont me manger tous mes lémuriens. Hein. C'est clair qu'en 2 ans, ces populations-là, ils ne les bouffaient pas, mais ils vont les bouffer. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, c'est ça le drame que l'on vit aujourd'hui, et qui est lié aussi, bien sûr, à la population élevée. C'est que ces gens-là, il faut absolument qu'on les aide à être bien chez eux. Où sont les 1000 milliards de dollars qu'on leur a promis dans la COP21, hein, quand on était ici à Paris, lors de la conférence de Paris, de l'accord de Paris. Donc comment est-ce qu'on aide ces gens-là à être bien chez eux? C'est absolument fondamental. Comment est-ce qu'on arrête? Alors ça c'est compliqué, on ne peut plus arrêter le changement climatique, mais on peut au moins en freiner les effets, parce que c'est profondément injuste. Hein. Tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, ce n'est pas les gens du Bangladesh qui ont créé le changement climatique. Hein. Et pourtant ils en souffrent directement. Toute, je dirais, la désertification de l'Afrique australe, c'est absolument dramatique. Il y a un mélange des deux, le climat et la déforestation, qui est de leur fait à eux. Hein. Ce n'est pas nous qui sommes allés couper tous les arbres, eux l'ont fait aussi. 700 millions d'Africaines qui vont couper du bois dans la forêt tous les jours pour chauffer de l'eau. Donc il y a une question d'organisation générale qui est un petit peu liée aux questions démographiques. Si on était moins nombreux, c'est probable que ça pourrait se passer un petit peu mieux, mais ce n'est pas ça le fait essentiel. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que collectivement on résout ces questions particulières. Donc, migrer, je ne pense pas qu'on ait toujours envie de migrer. Je vais terminer là-dessus. Regardez, on est à Lyon en ce moment-là. On est bien à Lyon, c'est sympa. On mange, je pense que les gens qui sont là mangent à leur faim, ne se demandent pas ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants demain matin, puisqu'ils viennent au théâtre des Célestins. Donc c'est vrai que, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Avoir une famille, des enfants, un peu plus vieux, des petits-enfants aussi, hein. Créer de l'emploi, ça c'est extrêmement important, mais créer de l'emploi à une condition,
sans détruire le vivant ou le surexploiter. C'est bien clair, hein, pour que ce soit durable et soutenable. Et bien ça, il faut qu'on arrive à le faire, ce que je raconte là, sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà pourquoi justement ces questions que je pose, telles que le présentait Aline tout à l'heure, bien sûr, ou Hervé, c'est qu'on est en train d'avoir des comportements insensés, de maltraitance du vivant et de destruction de nos écosystèmes. Je terminerai sur le tourisme, par exemple. J'étais très copain avec la présidente de l'île Maurice. Une femme élue présidente, c'était merveilleux, vous vous rendez compte. Il y a 5 ans, ils l'ont jeté au bout de 3 ans parce que c'était pas supportable qu'une femme reste présidente de l'île Maurice. Et puis, qu'est-ce qu'elle me disait? On a 2 ressources à l'île Maurice. La canne à sucre, importée, plante qui n'était pas là au départ, et le tourisme. Donc, pour le tourisme, on va faciliter le nombre d'avions. Je reviens à mes avions de tout à l'heure. Et il y a une loi internationale, plus il y a d'avions, plus il faut d'hôtels. Jusqu'au jour, et ça, écologue, on ne peut pas le prévoir, hein, il y aura l'hôtel de trop. Parce qu'on n'ira plus à l'île Maurice, parce que ça sera beaucoup plus moche que chez nous. Donc c'est ça la question qu'on vit aujourd'hui. Et ces questions d'immigration qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont aussi liées à ça. Donc il y a la démographie initiale et la façon dont les gens se sont organisés. Mais je pense qu'effectivement, le Bangladesh est un bel exemple. Hein. On a des effets de résilience qui sont super intéressants. Mais je conclurai là-dessus en disant une chose, quand on nous parle de résilience, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Voilà. Alors quand même, une dernière question, parce qu'on me fait signe qu'il va falloir malheureusement déjà arrêter ce débat-là, mais finalement, sur la question qui était 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, comment on peut vivre ensemble finalement? Comment on gère nos ressources pour arriver? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes quand même fondamentalement plutôt optimiste sur la capacité de la planète à supporter ce poids de la population. Elle s'en fout, mais comment on va faire? Elle s'en fout, la planète. Comment on gère nos ressources? Comment elle va pouvoir manger, en fait, cette population-là? Alors, oui. Qui est quand même fondamental comme question. D'abord, même quand on était moins nombreux, on a commis d'énormes dégâts sur la planète. Il y avait quelques centaines de milliers d'humains qui ont fait disparaître les mammouths, les aurochs, le tigre à dents de sabre, Enfin, tu te connais mieux que moi. Les mammouths, c'est beaucoup le climat aussi. Hein. Ouais, mais enfin, les hommes y ont été... on trouve des flèches dans les mammouths. Les gros oiseaux, les donc, lémuriens. Ensuite, quel était le pays, un des pays les plus riches il y a 5000 ans, c'était la Mésopotamie, entre les 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est maintenant très largement désertique. Donc, ça fait longtemps que la question de dégradation du climat sont causées par des dégradations de l'environnement sont causées par les hommes. Donc, on risque de continuer, mais c'est pas une affaire de nombre. C'est ça qu'il faut voir. Et l'exemple que vous donnez du Bangladesh est tout à fait intéressant. L'exemple aussi quand on compare le sud de l'Inde et puis le Brésil. Le Brésil a une agriculture de prédation. Et l'Inde a eu au contraire une attitude d'entretien au sud de l'Inde. C'est des systèmes de propriété, de faire valoir très compliqués, mais qui font qu'on entretient son fond. Donc, la façon dont on s'adapte est extrêmement importante. Mais en même temps, je terminerai là-dessus, c'est un peu Gilles qui me tend la perche, sur une vieille question avec les nomades. C'est qu'une des questions aussi très anciennes qui reste posée maintenant, c'est les nomades contre les agriculteurs. Si on prend les grandes zones de conflit dans le monde aussi, j'ai parlé du Niger, eh bien et le Mali actuellement, c'est les nomades face aux agriculteurs. Le Darfour, c'est les nomades face aux agriculteurs. L'Irak, dont je viens de parler, c'est les nomades, les tribus nomades du Nord. On dit c'est les chiites contre les sunnites. C'est aussi très largement les nomades du Nord contre les agriculteurs du Sud. Et je peux continuer. Et ça aussi, c'est vieux comme l'histoire. Si vous vous souvenez, au début de la Bible, il y a Caïn qui tue Abel. Et Abel était pasteur de petit bétail. Donc, nous continuons. Et nous sommes... Autrement dit, ce qui nous arrive actuellement est la continuation d'une histoire, et tu as bien fait de parler des débuts de l'humanité. C'est une histoire qui est très très longue, et c'est celle-là à laquelle il faut faire très attention, et parfois même pour le climat. Si vous me donnez un instant, vous avez parlé du cyclone et des cyclones au Bangladesh, mais un cyclone intéressant était celui
qui a ravagé la Nouvelle-Orléans, la Katrina. Et quand on regarde de près, les décès liés à Katrina sont essentiellement la cause de la protection qu'avait fait l'homme. Il y avait eu un cyclone très important en 1905 et on a construit des digues pour éviter ce cyclone. Et puis, on n'a pas entretenu ces digues, et deux, les terrains vierges qui étaient qui n'étaient pas habités, qui étaient à l'intérieur de ces digues, ont été utilisés par les pauvres pour y habiter, et notamment par la population noire. Et du fait qu'on n'a pas entretenu les digues, quand Katrina est arrivée, cette partie-là a été noyée, les digues qui n'avaient pas été entretenues ont été rompues, et la population principalement noire qui vivait justement, qui s'était installée, a été d'abord lourdement impactée. Il y a eu près de 2000 décès, et puis a été obligée, et là c'est une migration de type climatique, mais bizarrement aussi, c'est une migration de type climatique beaucoup plus causée par l'homme que par le climat. Donc il faut plus écouter le vivant et quelques consignes pour vivre demain. Si je remets sur les digues, plus la digue est haute, plus c'est dangereux pour ceux qui vivent derrière. Il y aura toujours une vague qui passera par-dessus. Et je préfère que ma digue fasse 2 mètres que 30 mètres. Hein. Parce que là, s'il n'y a pas de luxe dans le toit, on ne sort pas. Ce qui s'est passé avec Cynthia en France. Hein. Donc c'est là qu'on ne réfléchit pas. Faire des digues, ça ne sert absolument à rien. Regardez Jakarta aujourd'hui. On va déménager de Jakarta en île les pauvres pour faire une capitale sur le Kalimantan. C'est ça le système. Je dirais simplement la chose que l'évolution nous enseigne, c'est qu'il y a des changements en permanence. Alors là, le problème, c'est que l'humain en crée beaucoup d'autres changements aussi qu'on n'avait pas auparavant. Ça, c'est clair. Et bien, chaque fois que l'évolution et que le vivant de l'époque est confronté à un changement, elle s'adapte. Et pour s'adapter, il faut changer. Jamais on ne pourra s'adapter sans changer. Et on ne change toujours pas. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Alice, le mot de la fin. Un espoir pour être optimiste. Avant ça, moi je voudrais juste en fait, parce que peut-être j'ai pas assez insisté sur ce point, quand je parle de la résilience du Bangladesh, je voudrais juste quand même inviter aussi à la prudence. Résilience ne veut pas dire, parce que c'est souvent une des critiques qu'on peut faire aussi au concept de résilience, c'est que quand on insiste trop sur la résilience d'un État ou d'un acteur, ça peut donner in fine l'impression que finalement c'est des États qui se débrouillent bien par eux-mêmes et du coup ça peut créer le sentiment que finalement cette aide internationale elle n'est pas si indispensable, puisque a priori ce sont des pays qui sont très bien résilients. Donc moi je voudrais quand même inviter à la prudence là-dessus. Résilience, oui. Leçons à tirer de ces expériences nationales, oui. Mais la coopération, la solidarité internationale dans le contexte du changement climatique, ça reste absolument primordial. Je pense que la crise du coronavirus, elle peut un peu là-dessus nous inquiéter justement. Je pense qu'elle a mis à mal la coopération internationale. Je ne pense pas que la crise du coronavirus nous ait montré de beaux exemples de coopération internationale, de solidarité européenne, etc. Donc je pense qu'il est vraiment primordial avec le changement climatique de rappeler l'importance de cette coopération internationale, de rappeler l'importance de ces négociations climatiques, de l'aide au développement, de la solidarité face à cette injustice climatique qui a été rappelée par Gilles. Et aussi parce que je pense que le changement climatique, et je terminerai là-dessus, remet peut-être en question aussi certains cadres d'analyse qui nous ont dominés aujourd'hui, même toutes les notions de souveraineté, par exemple. Je pense que le changement climatique remet un peu en question aussi des idées comme celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté dans des pays, par exemple, comme les petits États insulaires du Pacifique, qui voient leur territoire complètement grignoté finalement par les émissions et les modes de consommation d'habitants à l'autre bout de la planète. Je pense que ça nous interroge aussi finalement sur cette question de souveraineté. Donc vous avez, je pense qu'en tout cas le changement climatique nous appelle véritablement à repenser certains de ces concepts qui ont façonné nos politiques aujourd'hui et à vraiment, en tout cas, oui, insister sur la nécessité de cette coopération internationale qui est un peu mise à mal aujourd'hui
par la crise, mais aussi par la montée des nationalismes qu'on observe à travers beaucoup de pays dans le monde et notamment en Europe. Vous avez aujourd'hui beaucoup de chefs d'État qui veulent mettre à mal ce multilatéralisme, et je pense que pourtant c'est ce multilatéralisme qui nous sauver, ce sera peut-être un grand mot, mais en tout cas nous permettra de répondre ensemble à des défis qui, je pense, font fi des frontières. Le coronavirus ne s'arrête pas aux frontières, le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières. Et donc, je pense que c'est dans les réponses globales et dans cette coopération internationale qu'on trouvera aussi beaucoup de solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir combattu les idées reçues. Bonne suite à vous.